l'intitulé du café philo d'aujourd'hui, c'est finalement la notion de beau a-t-elle encore un sens? Tout évidemment est dans le encore. Hein, vous savez, ces petits mots en philosophie sont très intéressants. Ça veut dire que si on dit a-t-elle encore un sens, c'est certainement que cette notion de beau avait un sens, pas aujourd'hui, mais avant. Et c'est vrai que c'est une question en fait qui est très moderne. C'est pas du tout une question grecque, par exemple. Si vous voulez. Donc les Grecs de l'Antiquité, ils ne se posaient pas la question de savoir si le beau avait un sens. Et sens, il faut le prendre en double sens, si vous voulez, du terme, une signification et une direction. Hein. Une signification, bon, le beau, qu'est-ce que ça signifie, comment ça peut se définir, et une direction, à savoir au sens de, quand on dit un sens interdit ou un sens, disons, obligatoire. Et le beau donnait une direction et le beau avait une signification. Donc, pour les Grecs. Ça sera intéressant, peut-être qu'on pourra d'ailleurs y revenir. Alors, pour plusieurs points de vue, d'abord parce que le beau apparaissait comme une valeur fondamentale. Si vous regardez, par exemple, Platon, donc un grand philosophe de l'Antiquité grecque, le beau, le bien et le vrai étaient des valeurs qui étaient très communes, pratiquement, disons, fusionnées. Et c'est très intéressant de voir précisément que c'était une valeur absolument, disons, fondamentale. Vous savez d'ailleurs l'importance que les Grecs accordaient au corps nu, et aux corps nus qui, dans les Olympiades, par exemple, si vous voulez, donc, et ils avaient un grand sens de la beauté. Il n'y a qu'à voir toutes les statues, par exemple, toutes les statues grecques, c'est très intéressant. Et alors, ils croyaient précisément que le beau, d'une part, il existait dans la nature, hein, et il définissait un petit peu le beau comme un équilibre entre des formes, entre des couleurs, et par équilibre, ils avaient une notion très mathématique, disons, de l'équilibre. D'ailleurs, les pythagoriciens croyaient, par exemple, que les nombres existaient dans la nature, qu'ils n'existaient pas simplement, que ce n'était pas des créations de notre esprit, mais qu'ils existaient véritablement dans la nature. Donc le beau, pour les Grecs, il existe quelque part, si vous voulez, dans la nature, il y a une conception ontologique donc, du beau, disons, de ce point de vue, le beau n'existe pas que dans notre esprit, que dans notre jugement, que dans la façon dont nous percevons les choses, il existe, disons, donc, en réalité. Si vous prenez Platon, par exemple, il donnait vraiment au beau une direction. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle la dialectique ascendante. Il disait, si tu veux comprendre ce que c'est que la beauté, commence par regarder les beaux corps, hein, les corps des athlètes, disons, par exemple. Ça te donnera une première idée de ce que c'est que la beauté. Mais la beauté des corps n'est rien sans la beauté de l'âme. La beauté de l'âme est supérieure donc, à la beauté des corps. Et c'est par la beauté des corps et la beauté de l'âme que progressivement tu t'élèveras à l'idée de beau, à l'idée intelligible du beau. Et donc toute la direction qui est donnée par le beau, c'est de nous orienter finalement à partir de la beauté des corps vers la beauté de l'âme et vers l'idée du beau, cette fameuse idée du beau intelligible, hein, les idées donc, de Platon, qui se confond à ce niveau-là, au niveau de l'intelligible, avec le vrai et avec le bien. Et c'est une fusion, si vous voulez, donc, de ces trois valeurs. Donc ce qu'on peut retenir, disons, pour l'instant, c'est que les Grecs, vraiment, eux, croyaient qu'il y avait du beau dans la nature, que ce beau pouvait se définir par l'harmonie des formes et des couleurs, et que ces formes-là avaient un équivalent, si vous voulez, donc mathématique. Les proportions, par exemple, étaient très, très, très importantes pour les sculpteurs. Et alors, qu'est-ce que c'était que l'art à ce moment-là? Mais l'art, c'est ce qui allait imiter la beauté de la nature et allait l'imiter de la manière la plus fine possible. L'exemple qu'on peut donner, c'est les raisins. Les raisins d'un peintre grec qui s'appelait Xeusis avait peint des raisins, et ces raisins étaient tellement bien imités, si vous voulez, qu'on avait envie, disons, de les manger. Donc l'art avait essentiellement pour objectif à ce moment-là d'imiter la nature, parce que c'était dans la nature qu'était la beauté. Et donc en imitant la nature, l'art lui-même devenait quelque part beau. Mais alors c'est ce qui faisait dire à Platon que finalement donc, la beauté de l'art, c'était une beauté qui était tout à fait secondaire, puisque c'était une beauté simplement d'imitation, et qui n'était finalement qu'un pâle reflet de la beauté, disons, du réel, quoi. Donc il dépréciait l'art et il faisait une nette distinction entre la beauté naturelle et la beauté artistique. Il mettait la beauté naturelle bien au-dessus de la beauté artistique. Donc vous voyez, c'est pas une question grecque, cette question de savoir si ça a un sens. Ça avait un sens. Alors comment se fait-il que progressivement, disons dans l'histoire, eh bien, on est passé
d'une aspiration au beau, et du beau, je dirais, comme un peu canon, avec ses canons d'équilibre, de proportion. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du nombre d'or, par exemple, si vous voulez. Donc, à l'Université populaire de la Narbonnaise, on a fait une conférence sur le nombre d'or, il y a eu une discussion absolument passionnée après, pour savoir si le nombre d'or existait dans la nature, ou s'il n'existait, disons, que dans notre esprit. Il y avait vraiment deux courants, deux points de vue, disons, dans la salle. Un qui disait que le nombre d'or existait vraiment dans la nature, c'est un peu le point de vue des pythagoriciens, des Grecs, si vous voulez. Et puis un autre qui disait non, pas du tout, que c'était, enfin, qu'on pouvait trouver toujours du nombre d'or dans une peinture à la Joconde ou au Parthénon, etc., mais que c'était une pure projection, disons, de notre esprit, parce que c'est simplement une façon de percevoir le monument ou de percevoir, disons, la peinture. Donc ce nombre d'or était pendant très longtemps, par exemple à la Renaissance, disons au Moyen-Âge, un critère un peu, un canon de la beauté. Et celui qui, dans l'architecture contemporaine, a le plus utilisé, disons, ce nombre d'or, c'est Le Corbusier. Vous avez peut-être visité la Cité radieuse donc à Marseille, et Le Corbusier avait conçu les appartements, si vous voulez, uniquement avec des nombres d'or. Et tout était calculé, si vous voulez, en fonction, disons, du nombre d'or. Donc voilà une application, si vous voulez, des mathématiques, finalement, à l'architecture. Donc on reprend donc un nombre dont on dit qu'il existe dans la nature et on retombe sur le fait que l'art, quelque part, imite la nature. Cette conception va être vraiment très, très contestée avec un philosophe comme Hume. Hume a dit, mais finalement, quand on demande aux gens, par rapport à quelque chose, s'ils trouvent que c'est beau, certains trouveront que c'est beau, d'autres trouveront que c'est pas beau, donc il y a quelque chose finalement qui semble assez relatif, disons, dans la notion de beauté. Et il amène l'idée du jugement de goût. Finalement, le jugement de goût, c'est un jugement personnel que l'on émet, disons, sur une œuvre, que ce soit de la sculpture, de l'architecture, que ce soit un morceau de musique, finalement, mais qui serait propre, finalement, donc à chaque individu. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ça veut dire que le goût, c'est quelque chose qui est propre à chaque sujet singulier, disons dans son originalité, mais que ça ne donne pas lieu à discussion, parce que précisément, on ne peut pas arriver à se mettre d'accord, puisque c'est quelque chose qui est idiosyncrasique, c'est-à-dire qui appartient spécifiquement, génériquement à un individu singulier donc, et particulier. Et cette notion du relativisme, finalement, disons, de la beauté, et de la notion du jugement de goût, va se développer donc, avec ce philosophe. Alors c'est intéressant parce que Kant, lui, maintiendra quand même cette idée qu'il y a une objectivité du beau, mais il reprendra l'idée de Hume que c'est quand même quelque chose de subjectif. Et Kant dit, c'est pas parce que ce que je perçois, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, la beauté, mais c'est moi qui la perçois belle. La beauté n'est pas dans les choses, mais la beauté, elle est dans la représentation belle, finalement, disons, d'une chose. Tout est dans notre, finalement, disons, dans notre regard. Mais il dit, un regard, ça peut se partager. C'est pas parce que quelque chose est subjectif que ce n'est pas partageable, et donc commun à un ensemble, disons, de sujets. Et Kant a maintenu l'idée d'une certaine universalité donc, de la beauté, bien que la sensation, le sentiment, si vous voulez, de beauté soit quelque chose, disons, de subjectif. Mais il disait que le beau, finalement, c'était un univers, c'est universel, mais c'est sans concept. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'il ne présente pas le beau comme un concept, mais essentiellement comme une manière sensible d'appréhender, disons, le monde. C'est-à-dire que le beau, il passe quelque part par notre sensibilité, par notre perception visuelle, perception, disons, auditive. Donc c'est quelque chose qui est du domaine de l'esthésis. L'esthésis est un mot grec qui veut dire la sensibilité, quoi. Et c'est ce qui a donné le mot esthétique, finalement. L'esthétique, c'est la réflexion générale sur notre sensibilité, et c'est devenu plus spécifiquement la réflexion sur la sensibilité, disons, artistique. Donc ça nous amène finalement à poser deux problèmes après ce petit parcours, disons, philosophique. La première question, c'est de savoir si le beau est vraiment objectif
ou subjectif. Évidemment, le problème est résolu quand on pense que le beau existe dans les choses. À ce moment-là, il a une objectivité, puisqu'il existe, disons, dans les choses. Ou bien alors, est-ce qu'il n'existe que dans notre esprit? Voilà les deux questions, si vous voulez, qui me semblent essentielles, disons, au niveau de l'esthétique. C'est-à-dire, est-ce que le beau, c'est quelque chose d'objectif et d'universel, quelque part, ou quelque chose de purement, disons, subjectif, relatif à un sujet singulier? Là, je pose un peu, si vous voulez, donc, Kant et Hume, ou Platon et Hume, par exemple. Et deuxième question, est-ce que le beau existe dans la nature ou est-ce qu'il n'existe que dans notre esprit? Alors, c'est très important, cette distinction, parce que suivant les réponses que l'on va donner, on n'aura pas du tout le même type de philosophie esthétique. Vous savez que l'esthétique est une des grandes parties de réflexion de la philosophie, et donc il y a la métaphysique qui réfléchit sur l'être, il y a l'épistémologie qui réfléchit sur la science, bon, il y a l'éthique qui réfléchit un petit peu sur la morale, et puis il y a l'esthétique qui réfléchit sur la notion de beau et sur la notion de l'art. Alors ce qui va un peu compliquer le problème, c'est quand on va distinguer la beauté naturelle et la beauté artistique. Je vous ai dit que pour les Grecs, la beauté artistique, c'était l'imitation finalement de la beauté naturelle. Et que des gens comme Platon pensaient que cette beauté naturelle était supérieure à la beauté artistique, qui n'en était finalement, disons, qu'un pâle reflet. Et on trouve précisément la même conception chez Kant de ce point de vue-là. C'est-à-dire cette idée que finalement, le beau naturel est supérieur au beau artistique, parce que dans le beau artistique, il y a, si vous voulez, donc, une intention, donc il n'y a pas une gratuité, alors que le beau naturel, il suffit que la rose fleurisse et une émergence, si vous voulez, donc, du beau sans intention. La rose est belle sans intention d'apparaître telle, d'une certaine façon. Donc, alors que par exemple, un philosophe comme Hegel, lui, il dira que c'est la beauté artistique qui est supérieure à la beauté naturelle. Alors, son argument était le suivant, c'est que la beauté artistique, c'est une création de l'esprit humain. Et comme la philosophie de Hegel, c'est une philosophie du développement de l'esprit, disons, dans l'histoire, il y a une grosse supériorité de la beauté artistique, si vous voulez, par rapport à la beauté naturelle, c'est que précisément, c'est une création originale de l'esprit. Donc vous voyez que les philosophes vont se positionner très différemment dès qu'on distingue, dès qu'on fait une distinction beauté naturelle, beauté artistique, sur laquelle est supérieure à l'autre. Alors, vous direz peut-être que c'est un faux problème, puisque précisément dans les deux cas, donc, il y a les dons de la beauté. Mais enfin, il faut savoir que ça a vraiment amené, disons, des clivages auprès des philosophes. Donc, cette question du beau en art, maintenant, si je la prends, disons, au niveau de l'art, va progressivement, petit à petit, disparaître de la préoccupation, disons, des artistes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque où les artistes voulaient créer des œuvres qui étaient belles. Mais l'artiste moderne, l'artiste contemporain, il n'en a que faire, si vous voulez, du beau. Ça, c'est vraiment une rupture, je dirais, épistémologique dans la façon dont on conçoit l'art et dont on conçoit, quelque part, disons, la beauté. Alors, vers 1910, par exemple, vous voyez disparaître l'objet dans la peinture, avec l'art abstrait, ou avec l'expressionnisme. On pense, par exemple, que la peinture, c'est beaucoup plus pour exprimer, quelque part, ses sentiments, que pour imiter des choses que l'on voit dans la nature. Et donc il y a progressivement, disons, cette idée d'abord qu'on se détache complètement de l'imitation de la nature, alors que c'était le cas pour les Grecs, ça l'était aussi, si vous voulez, donc beaucoup donc, à la Renaissance, donc, qui a réactivé finalement, disons, la philosophie grecque. Les gens de la Renaissance étaient très, très admirateurs, disons, des anciens. Mais dans l'art moderne, puis dans l'art contemporain, progressivement, cette imitation de la nature ne doit pas avoir lieu, d'une part parce que l'art abstrait avait la disparition de l'objet, et d'autre part, avec l'expression, finalement, quelque part, disons, de l'âme humaine. Ce qui fait que, finalement, ce que recherchent les artistes, c'est pas du tout le beau, c'est l'inédit, le nouveau, l'original, ce qui fait rupture, ce qui est surprenant. C'est-à-dire quelque chose qui, finalement, donc, c'est un autre critère que le critère, finalement, de la beauté. Et c'est là où cette question, la question qu'on pose aujourd'hui, la notion de beau a-t-elle toujours un sens? On saisit maintenant, en fait, j'espère que vous saisissez un peu quelle est sa modernité. Une fois qu'on est sorti de l'art qui imite la nature, de la supériorité du beau naturel sur le beau artistique, et sur le fait que finalement ce qu'on vise dans la production artistique, c'est pas du tout la beauté, mais c'est soit l'expression des sentiments, soit purement, disons, l'expression des formes, disons, des couleurs, mais où il y a rupture, disons, totale quelque part, donc tout est quelque part un peu dans le regard et dans la création, disons, originale. Et bien le beau,
ce n'est plus, aujourd'hui, disons, la signification de l'art pour les créateurs. Alors, ce qui pose quand même, disons, problème, parce que, est-ce que c'est la même chose pour le spectateur? Et comment se fait-il qu'il y a finalement donc, un tel déphasage entre les intentions, si vous voulez, de l'artiste ou l'art moderne, disons l'art contemporain, qui ne se préoccupe plus du beau, c'est pas son problème. Et puis ensuite, le spectateur qui, lui, bon, eh bien, il faut que ça lui plaise. Alors peut-on confondre plaisir et beauté? Alors Kant faisait par exemple une grande distinction entre le beau et l'agréable. Il disait, le beau, c'est autre chose que l'agréable. L'agréable, il est peut-être très 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 subjectif et singulier. Parce que dans le beau, il y a une certaine, disons, universalité. Alors comment définir la beauté? Alors, on se trouve confronté à une certaine difficulté, donc pour définir la beauté, parce que la définition un peu tautologique, ce serait « est beau ce que je trouve tel ». Oui, mais je suis beaucoup plus avancé dès qu'il ne s'agit plus de moi, dès que c'est plus moi. Donc, est beau ce que je trouve tel, oui, bon, pour un individu, certainement. Mais peut-on aller au-delà de cette subjectivité, pour le coup, disons, radicale, en disant, donc bon, qu'est-ce que c'est que la beauté? La philosophie essaye toujours de définir un petit peu les notions pour en faire, disons, des concepts. Est-ce qu'on peut dire, finalement, que c'est une perception visuelle ou auditive qui amène, disons, un certain plaisir? Alors, il va falloir qualifier la qualité de ce plaisir. Parce que quand je mange, par exemple, disons, un bon gâteau, etc., j'ai aussi un certain, disons, plaisir, mais je ne veux pas dire que ce que j'éprouve, c'est bon, par exemple. Bon, voilà, là, il va falloir trouver les mots, quelque part, disons, pour le dire. Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de définir le beau, d'une part, parce que c'est plus le référent auquel se réfèrent, disons, les artistes. Alors, on peut poser, disons, la question du beau naturel. Peut-être que l'art, le beau n'est plus le problème de l'art, mais peut-être que le beau naturel, lui, subsiste. Et qui va dire aujourd'hui qu'un coucher de soleil, par exemple, c'est laid? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Il y a des gens qui aiment la pluie, j'en connais dans ça. Mais bon, alors, donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un cas différent, hein, dire, voilà, le beau naturel n'a plus rien à voir avec l'art, hein, séparer le problème de la beauté du problème de l'art, reste posée la question de la beauté naturelle, hein, du beau dans la nature, de la beauté, disons, de visage, par exemple. Bon, voilà. Donc, la question reste posée. Alors, pour terminer, oui, je posais le problème du spectateur. C'était là-dessus que je voulais peut-être conclure. Qu'est-ce que le spectateur, aujourd'hui, lui, il attend? Qu'est-ce qu'il attend d'un spectacle de la nature, hein? Une mer déchaînée, par exemple, si vous voulez. Donc, bon, même dans ce qui est le plus terrible, le volcan, le tremblement de terre, disons, le tsunami, il y a quelque chose dans ces déchaînements, si vous voulez, de la nature qui relève, quand on parlait peut-être de sublime, c'est dans quelque chose où la beauté se mêle à l'effroi, si vous voulez. Donc il y a cette idée-là, quelque part, un petit peu dans le sublime. Et qu'est-ce que nous attendons de l'art? Est-ce que nous attendons toujours de la beauté ou pas? Voilà un petit peu donc, les deux directions dans lesquelles nous pourrons partir, la beauté, disons, de la nature, et puis la question de l'art. L'art et le beau, quoi. Voilà, alors comment fonctionne maintenant le Café Philo? Je viens de faire une petite introduction pour poser un petit peu donc, des questions. À partir de là, donc, il y a le micro donc, qui va discuter, parce que le Café Philo, ce n'est pas une conférence. Le Café Philo, c'est un endroit où on discute et où vous êtes en interaction avec moi, mais où vous êtes aussi en interaction, disons, entre vous. Donc c'est très simple, vous levez la main, on vous enregistre, on vous donne donc un micro. Vous essayez de ne pas parler disons, trop longtemps parce qu'on est assez nombreux pour qu'il y ait le maximum de gens donc, qui s'expriment. Et régulièrement, moi j'interviens pour rebondir un petit peu par rapport à ce qui. Voilà, à partir de là, la parole est active de la prendre, on attend impérativement. Oui, d'accord. Ici, un peu moins de l'heure. Vous prenez votre temps, moi, le silence ne me gêne pas, hein. Le silence c'est le temps qu'on prend pour réfléchir. Si un philo on ne réfléchit pas. Hein. Il suffit d'un premier. Voilà, qui veut se lancer en premier?
On peut déjà passer au second, hein, si vous voulez. Attendez, madame, attendez. Oui, je pense au graffiti. Qu'est-ce qu'on doit penser des graffitis, des tags, tout ça qu'on voit sur nos murs autour de notre environnement? Est-ce qu'il faut voir du beau? Est-ce qu'il y a de la beauté? Est-ce qu'il y a de l'art là-dedans? Qu'est-ce que vous répondez à la question? Moi, je n'y vois pas de beau. Et je ne vois pas de l'art. Et alors qu'il y en a sûrement. Donc, moi, je ne l'aperçois pas. Alors, peut-être que vous allez en parler autrement. Non, mais pourtant, il y a graffiti et graffiti. Hein. Voilà. Vous, d'une manière générale, disons, les graffitis, vous trouvez, un, que c'est pas beau, et deux, que c'est pas de l'art. Voilà. Hein, vous allez exprimer votre point de vue. Est-ce que vous pouvez justifier votre point de vue? Pourquoi? Pourquoi vous diriez ça? Je pensais à ça parce que moi, je trouve qu'on est envahi de ça. On voit plutôt ça que des belles choses sur les murs. D'accord. Vous trouvez que le graffiti, c'est une dégradation finalement de l'environnement? Il y a peut-être plus de tags que de graffitis. Oui. Vous faites aucune différence entre le tag et le graffiti? Si, je crois qu'il y en a une. Je pense qu'il y a des artistes qui sont graffeurs, je crois, comment ils s'appellent. Ouais, c'est ça, les graffeurs. Les taggers, non, ça... C'est pas les taggers, est-ce que c'est de l'art, les taggers? Moi, La question est posée. je ne peux pas y répondre, je cherche. On est là pour chercher ensemble. Hein. Pour Non, moi, pas pour apporter des réponses. Pour moi, c'est de la pollution visuelle. Ça me gêne énormément. Alors, bon, là, ça fait deux personnes qui interviennent dans ce sens pour dire que les tags et les graffitis, quels qu'ils soient, ce n'est pas de l'art et c'est de la pollution. Est-ce que tout le monde partage par exemple ce point de vue ou est-ce qu'il y a des points de vue différents qui s'expriment? On est là aussi pour alimenter la controverse. Bonsoir, moi il me semblait que c'était l'illustration de la question de l'artiste et du sens du beau. Parce que vous disiez le corps, l'âme et puis après la direction tirée vers le beau et qu'à un moment donné il y avait une rupture et qu'en fait l'artiste pense plus à lui, à ce qu'il veut exprimer et finalement on n'est plus dans une direction universelle où il est beaucoup plus individualiste. Et en fait dans les taggers et les graffitis, c'est l'expression de quelque chose, d'une individualité, d'une personnalité qui passe par des formes. Il y en a des très beaux, il y en a moyens, mais on est plus du coup dans l'art, ce que je peux dire moderne. Enfin, pour moi, il y a une rupture, il me semble, dans l'art, quand l'homme n'a plus voulu être relié à la nature, à l'universel et faire passer quelque chose, pour moi, tirer vers le haut, vraiment vers le beau, et qu'il a été beaucoup plus centré vers lui-même. Donc après, effectivement, il y a ce problème de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ordre intégré et reconnaître par ses sensibilités l'ordre et trouver beau, et puis on peut ne plus du tout être dans cette sensibilité et trouver laid. Donc c'est pas contradictoire, c'est en fait des différences de sensibilité. Et effectivement, les graffitis et les tags, ça rejoint cette notion que cherche l'artiste, s'exprimer lui et uniquement lui, et peu importe... Mais vous avez prononcé le mot d'art. D'art, oui. Bon, alors qu'il est contesté par les deux précédentes mais il est art dans ce sens de la rupture que vous disiez, avec une volonté d'expression de soi, et plus du tout une volonté de tirer dans une direction du beau et de l'universel. C'est là où on voit bien qu'il y a les deux points de vue. Hein. Il y a le point de vue, on va dire, du créateur, c'est-à-dire de celui qui s'exprime, hein, bon, et qui fait œuvre, on peut dire à ce moment-là, d'artiste à sa façon. Et puis il y a le point de vue, disons, du spectateur qu'on a entendu tout à l'heure, qui trouve que ce n'est pas de l'art et que c'est une pollution, disons, visuelle. Donc c'est très intéressant parce que ça montre que suivant comment se placer du point de vue du créateur ou du point de vue, disons, du spectateur, ça va peut-être pas être du tout le même point de vue qui s'exprime. Et par ailleurs, vous avez dit, dans la tendance de l'art moderne, c'est très intéressant parce que l'artiste naît finalement à la Renaissance. C'est-à-dire qu'avant, finalement, donc, bon, on ne signait pas donc, un tableau, c'était donc, une école ou un collectif, etc. Et ce n'est qu'à la Renaissance que naît finalement donc, l'individu. L'artiste est un individu, et cette notion. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les artistes se séparent des artisans. Hein, bon, voilà, et qu'ils vont créer, disons, petit à petit, disons, une corporation entre le peintre et le peintre en bâtiment, quoi, si vous voulez, pour faire
disons, quelque part la distinction. Donc le fait que l'art moderne soit lié quelque part à l'individualisme, c'est-à-dire à l'émergence de l'individu en Occident, et puis que ce soit progressivement, disons, accéléré comme mouvement par l'expression de plus en plus d'une singularité, avec la naissance, disons, du romantisme, de l'expression, disons, de ses sentiments, etc. Donc c'est sûr que l'art aujourd'hui, il est beaucoup tiré vers l'expression avant tout, disons, d'un individu. Et donc il trouve son critère beaucoup plus en lui-même que par rapport à quelque chose qui soit extérieur ou hétérogène. Oui, bien, pour moi, le tag, c'est une expression artistique. Alors maintenant, on peut trouver ça beau ou ne pas trouver ça beau, c'est une question personnelle. Mais c'est une expression artistique. Comme autrefois, on disait, quand on commençait à être sensible au tableau de Picasso, bon, mais il y avait des personnes qui disaient d'une façon dédaigneuse, bon, c'est du Picasso. Et puis finalement, après, eh bien, ces mêmes personnes ont reconnu que quand même, dans ces tableaux de Picasso, il y avait un certain art. Et alors, qu'est-ce que c'est qui, si on laisse donc le côté de la beauté, à ce moment-là, en quoi vous diriez que le graffiti ou le tag, c'est une forme d'expression artistique, puisqu'il y a le mot art. Eh bien, c'est parce que c'est une expression artistique dans le sens où l'auteur du tag exprime quelque chose. Et s'il exprime quelque chose, c'est que c'est un besoin pour lui. De la même manière qu'un peintre, un écrivain, exprime également une chose. Alors, bon, on apprécie ou on n'apprécie pas. D'accord. Donc vous dites que de la même manière qu'il y a eu une rupture, par exemple, avec l'art abstrait par rapport à l'art imitatif ou représentatif, etc., bien, le graffiti, ça représente finalement donc, une autre rupture par rapport à des formes, disons, traditionnelles. Et c'est pas parce qu'on ne le trouve pas beau que ce n'est pas pour autant, disons, de l'art. Ce qui montre bien la séparation entre le concept d'art et le concept de beauté. Là, Absolument. D'accord. Oui, on parle de tas de graffiti, on peut parler aussi de trompe-l'œil aussi. Moi personnellement, je fais à titre amateur de la peinture, j'estime qu'il y a des trompe-l'œil qui sont admirables, et là je pense qu'il peut y en avoir des beaux, il peut y en avoir, de toute façon tout est relatif, c'est suivant les personnes. On peut être sensible à quelque chose qui est un trompe-l'œil qui représente une rue, enfin bon, un trompe-l'œil, c'est ce que ça signifie. Et bon, il y a des tags après modernes, il y a aussi des tags ou graffitis qui sont pour moi beaux, d'autres qui sont moins beaux. Mais dans les trompe-l'œil qu'on voit dans les rues, je ne pense pas que ce soit une agression, je pense que souvent ça apporte, mettons, un mur qui est borgne, comme on dit. Mais ça fait un trompe-l'œil, un effet de trompe-l'œil, il semble voir, je sais pas moi, quelqu'un à une fenêtre qui est fausse et tout ça. Et moi je trouve que ça peut apporter quelque chose de bien dans une ville, entre autres. Je trouve que ça a son charme. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Vous, ce serait un peu, avec l'exemple que vous donnez, un peu de l'art décoratif, quoi, d'une certaine façon. Ah bon, c'est pas... Oui, art décoratif, si on veut, oui, mais enfin, les trompe-l'œil, vous en avez qui sont admirables. Enfin, vous pouvez avoir aussi bien des portraits, vous pouvez avoir... Donc, de votre point de vue, par exemple, il y a des tags et des graffitis qui sont beaux, et puis d'autres qui sont moins beaux, qui sont laids, quoi. Donc, vous feriez une hiérarchie, quand même, sur ce type, disons, de production. C'est certain, moi je pense qu'on ne peut pas faire un amalgame de tout cela. Enfin, moi, personnellement, non, je n'en fais pas. D'accord. Vous voyez la multiplicité déjà des points de vue, disons, qui s'expriment, c'est-à-dire pour savoir si c'est de l'art ou si ça l'est pas, pour savoir si c'est beau ou si c'est pas beau. Là, on a déjà une multiplicité de points de vue. On continue. Vous pouvez aussi avoir envie de répondre à des arguments que vous avez entendus, surtout quand ils ne sont pas dans votre sens, bien sûr. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'art littéraire. Est-ce que ça se discute, ça aussi, l'art littéraire? Ça rentre aussi dans la conférence? Ben, l'art littéraire. oui, il y a la littérature.
est un art. Et donc on peut trouver qu'un écrivain écrit d'une manière absolument, disons, admirable, et puis un autre pas du tout. Bon, voilà. Et puis il y a des écrivains qui passent le temps, bon, voilà, dont on parle toujours, et il y en a qui sont complètement oubliés, alors à raison, mais peut-être aussi à tort, hein, c'est sûr. Oui, je crois que la beauté de l'écriture, c'est très important. Ouais. Oui. Voilà. Vous auriez quelque chose à dire là-dessus? Ben, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir comment on la distingue, quoi, l'art littéraire, comment on distingue les bons auteurs des mauvais auteurs, comme les bons peintres des bons peintres. Ah, là, vous posez finalement un problème qui est difficile, c'est le problème des critères des zones d'appréciation. Le beau, c'était un critère d'appréciation. On pouvait dire c'était beau ou c'est pas beau. C'est beau, c'est laid. On faisait vraiment une distinction, on peut trancher et couper au couteau entre deux. Mais au moins, on avait une façon de pouvoir nommer les choses, de pouvoir les distinguer, de pouvoir quelque part, disons les classer. Donc l'intérêt d'un critère, c'est qu'il permet précisément un certain nombre de zones de classement. Alors, il faut alors souvent des critères qui sont fiables. Bon. Alors, le beau, au sens de l'Antiquité, c'était un critère qui était fiable. L'harmonie des formes, l'harmonie mathématique des formes et des couleurs. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le beau grec. Hein? Bon, est-ce que c'est un critère qui tient toujours aujourd'hui? On a vu que pour l'art, il a vacillé, en tout cas, disons, ce critère-là. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres critères, des critères qui pourraient être pertinents? Je sais pas, vous avez parlé d'expression tout à l'heure, l'expressivité, l'authenticité, par exemple, dans la littérature ou dans la peinture. Est-ce que ça serait, par exemple, disons, un critère qu'on pourrait retenir? Il y a des œuvres qui apparaissent authentiques et des œuvres qui apparaissent pas authentiques. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? Est-ce que ça tient? Vous avez d'autres critères à proposer et à tester un peu. Si on parle d'authenticité, si je peux me permettre, Michel, je me souviens en fait d'une expression de Picasso qui disait qu'à 16 ans, il peignait en fait comme Velázquez, et en effet, il faisait référence à la période bleue et rose, vous savez, il fait de très beaux portraits. Voilà. Et qu'il a mis toute une vie à peindre comme un enfant. Oui. Oui, je parle de mots authentiques, alors j'ai pensé à cette... voilà. Tout à fait. Ça veut dire retrouver finalement l'enfance, mais par toutes les champs des mains. Parce que précisément pour devenir un enfant, c'est extrêmement difficile quand on est adulte. Avec beaucoup de travail, Bien sûr. et beaucoup de recherche. Une des objections qu'on fait souvent, disons, à l'art contemporain, c'est « mais moi, je ne peux plus en faire autant ». Vous avez certainement entendu vous-même dit des choses comme ça, ou entendu des choses comme ça, dans des musées, disons, d'art moderne. Et c'est vrai que le spectateur est souvent très désorienté. Par exemple, on a eu une exposition très intéressante, une conférence très intéressante aussi sur l'art brut. Une exposition à page sur l'art brut absolument, disons, remarquable. Et où j'ai animé un café philo sur l'art brut. L'art brut, est-ce que l'art brut, c'est vraiment de l'art? Et or, les producteurs d'art brut, les créateurs d'art brut, n'ont eu aucune éducation artistique, par exemple. C'est quand même intéressant. Alors là, il faudrait que vous demandiez à Alain Bouillet, parce que pour arriver à définir ce que c'est que l'art brut, c'est Dubuffet, si vous voulez, donc un peintre donc, qui a découvert, donc c'était souvent d'ailleurs dans des hôpitaux psychiatriques, des œuvres, si vous voulez, donc de malades qu'il a trouvées très belles pour le coup. Et ces gens-là n'avaient pas eu d'éducation, disons, artistique. Et très souvent, c'était un moyen, disons, d'exprimer, on parlait de l'art comme moyen d'expression, disons, de sa personnalité profonde, donc d'exprimer des angoisses, mais c'est pas forcément parce qu'on exprime des angoisses qu'un tableau plaît. Voilà, quoi. Dans l'art brut, est-ce qu'on peut se passer, à un moment donné, du critère de la beauté? Est-ce qu'on peut parler de critère d'originalité? Ça pourrait être quelque chose. Voilà. Maintenant, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui doit être original. Qu'est-ce que vous pensez de ce critère? Est-ce que l'originalité peut remplacer la beauté comme critère traditionnel? Pour cette question particulière, il me semble que l'originalité, il y a à boire et à manger de l'originalité.
Parce que d'habitude, on est un peu désemparé dans l'originalité, la nouveauté. On a une réaction de rejet de prime abord. Et puis, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que des fois, on dit « Ah, ça, je n'aurais jamais pensé. » Ça, c'est très attrayant. Voilà, il y a... Alors, ce que je voulais dire aussi un peu à ce sujet, c'est qu'actuellement, il me semble qu'il y a une espèce d'emballement des artistes à produire de l'originalité d'abord. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se faire, d'habituer nos yeux ou nos oreilles à quelque chose qu'après on reconnaîtrait comme beau parce qu'on l'a déjà vu, qu'on est familiarisé. Et on est sans arrêt catapulté d'une chose à une autre. Et c'est assez, pour employer un mot trop fort, un peu traumatisant. Oui, c'est-à-dire que l'originalité dérange. L'originalité dérange, mais elle peut déranger pour le meilleur, elle peut déranger aussi, disons, pour le pire. Donc ça, c'est intéressant, dans ce critère d'originalité. Or, il y a un phénomène peut-être, disons, d'accélération à l'heure actuelle. Et c'est vrai que souvent, on trouve beau quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà entendu. Vous avez remarqué cette espèce de beauté par la répétition. Or, l'originalité, c'est précisément ce qui ne se répète pas. C'est l'inédit. Souvent, on ne trouve pas beau quelque chose qui est original, parce que précisément, ça ne répète rien. Et donc, du coup, on se trouve vraiment assez, disons, décontenancé, parce que il y a eu un temps, ça a été dit, donc, où Picasso, par exemple, scandalisait les impressionnistes à un moment donné, le salon des indépendants, où les peintres maudits, c'était le seul endroit où ils pouvaient, puisqu'ils étaient refusés, disons, dans toutes les autres galeries, ils étaient refusés donc partout, etc. Les artistes, surtout depuis donc la fin du 19e, etc., ont beaucoup scandalisé. Parce que précisément, ce qu'ils cherchaient, c'était la rupture avec la perception quotidienne. Précisément. Donc l'originalité est devenue à ce moment, disons, un critère de création artistique, puisque ça nous faisait voir les choses autrement. Quand finalement, donc, Picasso, il représente une femme, enfin le visage, disons, d'une femme avec le nez qui est ici, l'œil qui est là, etc. Donc complètement démantibulé, quoi. Il le voit dans toutes les... Il met en 2 dimensions quelque chose dont il dessine en 3 dimensions sur 2 dimensions, quoi. Alors, ça c'est une originalité extraordinaire. Quand Soulages, il fait cette découverte extraordinaire que le noir peut être une couleur. Le noir peut être une couleur. Ben, il fallait penser à ça, que le noir pouvait être une couleur à cause des jeux de la lumière, etc. etc. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas réinventer 2 fois la même chose. C'est-à-dire que l'urinoir de Duchamp nous fait le coup de l'urinoir 2 fois, on ne peut pas nous refaire le coup de l'urinoir 2 fois, parce que bon, ça y est, il faut trouver autre chose. Bon, voilà. C'est extrêmement nouveau, extrêmement dérangeant, c'est considéré comme une œuvre d'art. Pourquoi c'est considéré comme une œuvre d'art, l'urinoir? Parce que l'artiste l'a mis dans un musée. Est-ce que c'est le musée qui fait l'œuvre d'art? Parce que si ça se vendait, ça s'achèterait très cher. Parce que c'est l'argent et le marché de l'art qui fait aujourd'hui l'artiste et l'œuvre d'art. Il y a bien des éléments qui interviennent aujourd'hui pour expliquer donc qu'en est-il finalement de l'art, que devient-il? Et puis surtout, que devient-il pour le spectateur? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est concerné par l'affaire. Il me semble à ce propos qu'il y aurait 2 types d'artistes. Il y a celui qui casse un ordre existant déjà, les impressionnistes, les expressionnistes, etc., et qui en fait nous font rentrer dans un nouvel ordre, c'est-à-dire où la 3 dimensions en 2, on casse une manière de voir les choses, donc un certain état d'esprit, pour revenir à cette notion de beauté, d'ordre, qui pour moi correspondrait assez à une vérité qu'on a intégré, un ordre intérieur qui fait qu'on peut raisonner avec et qu'on pense que c'est beau. Et donc en fait, en cassant une certaine forme d'esprit, on casse un certain ordre, on nous fait rentrer dans un nouvel ordre, et donc on évolue dans la vision de la beauté dans le monde, ce qui pour moi seraient les véritables artistes, entre guillemets. Et puis il y a ceux qui vont contre l'ordre établi, qui seraient un petit peu des rebelles, voilà, je mets un noir, et puis c'est de l'art, et qui sont en fait plus dans leur côté individualiste et dans leur côté expression personnelle,
et qui cassent l'ordre établi, mais peut-être pas forcément pour mettre un nouvel ordre derrière. Voilà. Donc c'était pour répondre à ce critère aussi de l'originalité et de l'ordre qui ne sont pas sur le même niveau. Tout à fait. Mais la distinction que vous faites donc, est intéressante parce que, au fond, mais même dans la première catégorie, pour pouvoir être reconnu, disons, comme artiste, parfois on est reconnu quand on est mort, hein, comme par exemple Van Gogh donc, et bien d'autres, etc. Donc, bon, je veux dire, il faut faire ou avoir fait quelque chose qui est quand même, disons, suffisamment frappant et suffisamment dépaysant ou original par rapport aux habitudes, par exemple, des perceptions visuelles, des perceptions auditives, pas sur la musique aussi, donc la musique contemporaine, bon, qui est très désorientante quand on n'a ni éducation, ni habitude pour aborder, disons, ce type de musique-là. Donc, ça veut dire que le problème de l'ordre, alors est-ce que ça veut dire qu'on considère beau quelque chose auquel on s'est habitué? En tout cas, il faudrait que l'habitude rentre en jeu pour considérer la chose comme belle. Ou bien alors, est-ce que c'est l'originalité intégrale qui peut, quand elle n'est pas destructrice, être à ce moment, disons, une révélation? Qu'est-ce que vous en pensez? Que l'originalité permet d'être créatif, donc effectivement de faire entrer dans une dimension complètement nouvelle, et nous permet justement d'ouvrir nous à ces autres dimensions auxquelles on n'aurait pas accès s'il n'y en avait pas un qui ouvrait la porte de nos oreilles ou de nos yeux. Donc là, il y a effectivement œuvre de création qui est la définition même d'originalité. La création, c'est créer ce qui n'existe pas encore, donc par définition, c'est original. Et par contre, il y a malgré tout une instruction, enfin, je sais pas le mot, une initiation des non-artistes à quelque chose qui amènerait quand même vers une ouverture des yeux, des oreilles, des sens, voilà, pour rejoindre l'esthétique. Et puis par contre, il y a ceux qui se doivent d'être originaux pour exister et pour en fait pallier un manque personnel qui ne sont plus du tout dans cette dimension-là. Donc à ce moment-là, vous ne feriez pas forcément de l'originalité le critère de la création artistique? Ah non, de la création. Enfin, non, effectivement, parce que original pour être à contre-courant, à contre-temps et tout, c'est plus de l'originalité, c'est... Alors, il y a quand même un paradoxe, parce qu'il y a des gens qui disent on ne peut pas apprécier un certain art contemporain sans y avoir été initié, que ce soit de la peinture, que ce soit disons, de la musique. Parce que ça change disons, tellement le regard qu'il faut éduquer ce regard. Et des gens qui disent la beauté finalement, ou ce qui plaît, etc., c'est le coup de cœur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est spontané, quelque chose qui est de l'ordre de la réaction qu'on peut avoir, ça plaît ou ça ne plaît pas. Et ça, ce n'est pas une question, disons, d'éducation artistique, etc., c'est une question de sensibilité personnelle. Comment vous voyez la chose? Comment vous vous situez par rapport? Parce que c'est deux courants très forts. Hein. Ceux qui disent, bon, ben, voilà, bon, moi, il suffit que ça me plaise, voilà. C'est-à-dire, je vais dans une expo, ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre la flèche et de suivre l'ordre, etc. C'est les coups de cœur. Et je vais vers le tableau à ce moment-là, disons, qui me plaît. Et puis, vous avez les gens qui disent, oui, mais quand on veut, si c'est une rétrospective, par exemple, quand on veut vraiment comprendre exactement, on parlait de l'évolution de Picasso, ouais, la période bleue, la période rose, etc., etc. Là, il faut vraiment rentrer, pourquoi pas dans la biographie du peintre, puisqu'on sait que la biographie, c'est très important pour expliquer aussi, mais aussi l'histoire de l'art, pour comprendre comment à ce moment-là il s'est situé par rapport aux autres courants, par rapport à ses collègues dans son même courant, etc., avec tous les débats qu'ils ont pu avoir entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Alors, éducation artistique ou pas, pour pouvoir apprécier à ce moment sur l'œuvre d'art? Je pense que l'éducation artistique, on peut l'avoir, oui, bon, ça peut aider. On peut, comme vous le disiez si bien, maintenant si on va à une exposition de peinture, on est face à un tableau, on a vraiment un coup de cœur. On peut très bien, moi je parle forcément de l'oreille musicale, je vous donne un exemple. Je suis allée écouter le Requiem de Fauré, j'avais jamais entendu ce Requiem-là, je suis allée dans l'église de Saint-Eustache à Paris. Non, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que ça ne va pas être trop long pour moi, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer? Mais je suis sortie subjuguée. Je n'ai pas une grande formation musicale, je vous le répète, et j'ai été vraiment
envahi par tant de beauté, je pense, musicale, au sens propre du terme. Et j'ai dit, mais c'est vraiment magnifique. Je suis restée jusqu'à la fin et j'ai été éblouie. Donc je pense qu'on peut avoir ou carrément une étude, ou enfin je sais pas, ou carrément un coup de cœur. C'est tout tellement complexe, aussi bien de ce qui est le ressenti par l'ouïe, par la vision, partout. D'abord, c'est un ressenti au départ, je pense. Une personne qui soit éduquée ou pas. Vous donnez là l'exemple finalement d'un ravissement, disons spontané, sans culture, disons musicale, oui. Disons. Bon, mais j'ai un petit peu de culture, musique de variété, musique classique, j'écoute, j'aime ça, je suis attirée par ça, mais je veux dire, le Requiem de Fauré, je vous donne un exemple quand même, ça a duré un certain temps, mais je suis sortie enchantée, carrément. Vous avez fait la démarche d'aller à un concert. Oui. C'est important, il y a une horizon d'attente. Mais ça veut dire que je suis quand même attirée par tout ce qui est artistique. Voilà, même si vous avez une appréhension, etc., il y a un horizon d'attente de quelque chose que vous allez quand même découvrir. J'étais à l'écoute, oui, voilà. Voilà. Parce qu'on pourrait poser la question, seulement vous donnez l'exemple, finalement, un peu d'un coup de cœur, quoi. Voilà. Mais alors, si la beauté ou si le ravissement qu'on peut éprouver devant l'art, par exemple, était un coup de cœur, à quoi servait la culture à ce moment-là? On peut poser cette question-là. Oui, mais est-ce qu'elle apporte autre chose? Est-ce qu'elle apporte plus? Ou est-ce que non? Voilà. Après tout, on peut soutenir n'importe quel point de vue pourvu qu'on ait des arguments. Oui. Ici. Moi, je pense à une phrase d'une artiste inuite. Quand on l'interrogeait sur son art, l'art inuit est assez particulier, elle disait ce n'est que la retransmission de notre art de vivre. Alors, par rapport à ce que vous disiez à propos de Soulages, pour moi qui suis sensible à l'art pictural, pardon, c'est bon à l'art pictural, ce que Soulages a apporté avec son outre noir, et en disant que le noir était une couleur, c'est d'élargir ma vision des peintures, des couleurs. Après, ce qu'on peut rechercher même dans l'art moderne, dans n'importe quel tableau, c'est la mise en relation des lignes, la mise en relation des formes, la mise en relation des couleurs, des ombres et des lumières. Et on a tous notre appréhension différente à partir de ce qu'on a nous-mêmes intégré, je ne sais pas comment dire. Mais ça donne une ouverture. Le fait que Soulages dise que le noir est une couleur, ça permet d'intégrer le noir dans la nature, pas forcément sur un tableau, mais autrement, de le voir autrement. Et les Inuits ont beaucoup apporté aussi dans leur art, au niveau des formes, quand on pense que ce sont des gens qui vivent dans le blanc, qui ont 28 mots pour nommer le blanc, c'est-à-dire qu'ils voient 28 nuances qu'on ne voit pas, nous. Et à partir de ça, ils ont pu faire des synthèses de formes parce que le peu qu'ils avaient à voir était certainement beaucoup plus vu dans les moindres détails et dans l'harmonie des formes que ce qu'on peut en voir nous. Tout à fait, là vous expliquez bien comment finalement une forme d'art aussi peut être liée à un type et zones d'environnement. Peut-être aussi il y a des formes de langage, puisqu'il y a 28 mots pour dire la glace, donc L8, etc. Ça, je crois que c'est important. Ce que vous dites, c'est que finalement, donc, l'art serait finalement un élargissement du regard, un regard donc, élargi, le regard ou l'oreille, hein. Bon, on peut prendre disons, donc, les deux cas. Et c'est intéressant parce que très souvent, ceux qui sont le plus sensibles à ce problème des regards, ce sont les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire les artistes sont extrêmement influencés les uns par les autres, ou par les grands maîtres, etc., ou par les arts qui ne sont pas, par exemple, des occidentaux. Hein. L'art africain, à un moment donné, a été très influencé énormément des occidentaux. L'art japonais a énormément influencé aussi les arts orientaux, etc. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi on peut se poser la question. Est-ce que parce que l'artiste, il a éduqué lui-même par la création de son propre regard, donc il devient de plus en plus sensible finalement à d'autres regards finalement, disons que le sien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'artiste met un coup de projecteur pour l'art pictural, soit sur les lignes, soit sur la mise en relation des formes, soit sur la mise en relation des volumes pour les sculpteurs.
il va choisir quelque chose là-dedans qui fait qu'il va travailler plus particulièrement ça et faire ressortir des choses qui nous permettent de voir des choses par la suite qu'on n'aurait pas vues avant. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il reste là, dans ce regard, dans cette oreille, place aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'art, pour le beau? Parce que c'est le sujet que nous traitons ce soir. Ou alors, est-ce qu'on est vraiment sur d'autres critères? On a parlé de l'originalité, de l'authenticité. Là, vous venez de parler, par exemple, de la combinaison des formes et des couleurs, d'une espèce de combinatoire, d'exploration, disons, avec les différentes possibilités que donne, par exemple, la peinture, c'est-à-dire les formes, les couleurs, les proportions. Moi, je pense que l'art, c'est tellement dans la vie que c'est multiple et que, en le mettant dans une case du beau, dans une case du sens ou autre, on l'enferme, alors que c'est quelque chose de très ouvert, que ce soit l'art pictural ou la mise en relation de mots avec une musique qui s'en dégage ou une émotion qui s'en dégage, enfin, et pour la musique pareil. Mais c'est infini et je pense que moi, je ne peux pas tout apprécier ce que quelqu'un d'autre appréciera. Mais par contre, quelqu'un peut m'ouvrir à une sensibilité qui fait que mon regard ou mes oreilles vont être plus larges. Donc l'art est finalement une forme d'éducation. Éducation au regard, ou de communication. Oui, mais alors, si on emploie ce mot communication, c'est là où les problèmes commencent à se poser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectateurs ou d'auditeurs qui ne comprennent pas des œuvres d'artistes, des peintures, des sculptures ou des musiques. Et qui, voilà, donc, il y a une espèce de fossé qui s'est créé dans l'art moderne et en particulier dans l'art, disons, contemporain, entre le spectateur et l'auditeur, et puis, disons, quelque part, disons, l'artiste. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ça? Est-ce qu'on peut démocratiser l'art, c'est-à-dire le rendre finalement, disons, accessible à tous? Est-ce qu'à ce moment-là, ça demande à ce moment-là une forme d'éducation précisément à ces nouveaux regards, ou pas? Enfin, je pose plus de questions que ce que j'en résoudrais, mais je crois que ce sont les questions essentielles qui se posent aujourd'hui. Ce divorce qu'il y a absolument entre le public, ou un certain public en tout cas, et puis ensuite donc les artistes. Il y a même quelque chose, à un moment d'ailleurs où jamais les musées n'ont été aussi visités, etc. Donc c'est très curieux parce qu'il y a un engouement aujourd'hui, disons, pour l'art. Les gens sont prêts à voyager et à aller à l'étranger, enfin, les gens, disons, des classes moyennes et supérieures, donc qui ont l'argent pour pouvoir, disons, y aller, quoi. Donc jamais les œuvres d'art n'ont été aussi, disons, mais aussi, parallèlement à ça, jamais l'art peut-être a été aussi incompris que ce qu'il est aujourd'hui par des franges très importantes, disons, de la population qui sont complètement étrangers, finalement, disons, à cet univers. Donc, comment améliorer finalement cette communication? Comment on peut faire partager, par exemple, sans parler des différentes couches sociales, mais par exemple, je suis avec quelqu'un que j'aime bien, disons un ami, il trouve ce tableau très beau, moi je ne le trouve pas beau. Quel type de discussion, comment peut s'établir là, à ce niveau, la communication? Ou bien on dit, ben oui, toi tu te trouves beau, moi je le trouve laid, point. Là, ça sera bien gardé. Ou bien alors, comment se fait-il que ça ne scandalise pas que ce que moi je trouve beau, quelqu'un le trouve laid? Ça devrait me scandaliser intellectuellement, ça. Comment ça se fait que finalement le monde ne soit pas partageable à ce niveau-là? Oui, je voulais simplement dire que quand même la notion de beau, alors, pour les spectateurs, je crois qu'il faut faire la différence entre le créateur et le spectateur, ça reste quand même le commun dénominateur. On parle à partir de cette notion parce que je crois qu'on n'a pas trop d'autres critères à disposition. Quand quelque chose nous plaît, on dit que c'est beau. Mais est-ce que ça nous plaît parce que ça peut nous plaire pour une foule de raisons? Mais finalement, on en parle toujours en termes de beauté. Et voilà, bon, on a l'impression que vraiment, on n'arrive pas à raisonner autrement qu'en mettant en avant la question de la beauté. C'est peut-être simplement une manière de parler, parce qu'on n'a pas à disposition d'autres manières de parler, qu'on n'est pas aussi assez cultivé peut-être pour savoir exprimer finement ce qu'on ressent,
ce qu'on ressent. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que finalement, même si le critère même si la beauté n'est plus un critère pour la création artistique aujourd'hui, dans l'art moderne et contemporain, c'est en termes de beauté qu'on exprime son appréciation devant une œuvre d'art. Donc alors, il y a un effet de langage là. Bon, comment se fait-il que le beau subsiste dans la façon de nommer finalement notre jugement d'appréciation, alors qu'il a disparu des critères artistiques aujourd'hui? Ça, il faut expliquer ça. Mais si on reprend par exemple l'exemple de Picasso, bon, en effet, après avoir fait, on va dire, des portraits classiques, il part en fait, comme tu disais, en géométrisant l'espace, les figures. Et quand on voit en fait les portraits de Dora Maar, qui sont des portraits en fait, en effet, avec des triangles, des cubes, en fait, ces portraits, ils sont gris, certains ont des dents, et en fait, il y a une forme de laideur, puisqu'ils représentent en fait un mal-être, une période contemporaine extrêmement dure, puisque c'est la guerre, des problèmes dans son couple, etc. Et tout. Par contre, d'autres portraits, à peu près de la même période, avec une autre compagne, qui sont colorés, qui sont pleins de vie, etc. Et tout, là, on peut dire, alors que même si au départ, c'est plus ou moins la même patte, qui sont beaux en fait. Et quand on voit, si on regarde Guernica, voilà, quand on voit Guernica, pourtant ça peut paraître, ce cheval, souvenez-vous, voilà, ça peut paraître des formes laides, parce qu'il représente bien en fait un drame, mais en même temps il y a une universalité, quelque chose, une transcendance, où c'en est ce cri et de douleur, un époux, quoi. Oui. Donc là, il y a une rupture, en effet, dans un ordre classique. Il a revisité les codes, en effet, de l'esthétique, la notion du beau. Mais voilà, donc je trouve que là, selon les artistes, et là, je rejoins ce que disait Madame, sur, en effet, ceux qui cassent des codes et qui pour moi, en fait, comment dire, reconditionne presque un regard, en fait, sur une autre façon même de voir le monde contemporain. Mais là, c'est la notion de génie, en fait. On est sur un autre, sur un autre registre. Mais je pensais, en t'entendant parler, là, dans la phrase du poète, tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or. Oui. Donc, c'est intéressant, c'est la phrase de Kant qui disait finalement, l'art, ce n'est pas la représentation d'une belle chose, c'est la belle représentation d'une chose. La différence finalement entre les deux. Et c'est vrai que bon, quand Van Gogh dessine par exemple donc, sa paire de souliers, etc., quand Munch, avec son cri, son célèbre cri, disons, d'effroi, etc., je veux dire, on peut représenter, tu parlais de Guernica, des choses qui sont extrêmement, disons, angoissantes, effrayantes, et ça peut devenir finalement, quelque part, disons, une œuvre. Alors dans l'art brut, on trouve ça, disons, énormément. Je pense par exemple à quelques pièces que Alain Bouilly avait amenées. C'était des espèces de tiges, si vous voulez, mais qui étaient complètement, disons, compressées. Et quand on voyait ça, on avait presque une sensation, disons, de malaise. On sentait que là, il y avait quelqu'un qui finalement faisait sortir de soi tous les nœuds qu'il y avait finalement, disons, dans sa personnalité, disons, dans ses angoisses. Mais à voir ça, comment se fait-il finalement qu'on puisse éprouver du plaisir à voir par exemple un film angoissant, ou à voir le cri par exemple de Munch dont je parlais tout à l'heure, qui est un cri vraiment d'effroi? Comment se fait-il qu'on puisse éprouver du plaisir à voir des choses qui sont, si elles étaient dans la réalité, laides, ou voilà. Comment vous expliquer un petit peu donc, ce paradoxe? C'est du plaisir. Alors attendez, vous êtes plusieurs en même temps. Comment? On va commencer. On va aller du plaisir. Quel plaisir on va avoir? Oui, mais on peut en retirer une satisfaction. Mais d'où on peut dire un beau film, alors que c'est un film d'épouvante. D'où la notion toujours qui reste en effet l'adjectif beau.
même si c'est épouvantable. Guernica, c'est pareil. Guernica, c'est pour interpeller, que ça ne se reproduise plus. C'est pour interpeller l'opinion publique qu'il a fait ce tableau. Il a fait avec ses tripes. Bon, on peut dire qu'il est beau. Comment on peut dire le mot beau, est-ce qu'il est adéquat? Je ne sais pas. Il a fait une œuvre magnifique, belle, mais quand on regarde, bon, c'est terrible, malgré ça, ça devient beau parce qu'il a sublimé avec sa façon, avec son génie. Alors voilà, peut-être que les adjectifs, il faudrait changer le mot beau, je ne sais pas, mais bon, quelque chose un film peut être d'épouvante et on sort en disant j'ai vu un film magnifique. Attendez, mademoiselle. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas exprimés. Pourquoi le mot beau reste finalement, disons, dans notre langage pour une appréciation positive, alors qu'il a disparu du critère de l'art? Voilà, ça reste quand même un peu une énigme là, que je viens de découvrir d'ailleurs ce soir avec vous, c'est ça l'intérêt des cafés philo, c'est-à-dire qu'on découvre plein de trucs. Mais voilà, donc il faudra arriver à trouver, est-ce que c'est un mot usé comme ça qui est resté quelque part, disons, dans la langue, ou alors est-ce qu'au contraire, quand on dit c'est bon, on est animé de quelque chose, hein, bon, voilà, que le beau c'est quelque chose qui réveille en soi, bon, les Grecs disaient, bon, ça anime l'âme, quoi. Hein. Et moi je voulais revenir à la question initiale, c'était la notion de beau a-t-elle encore un sens? Oui. Bon, les mots sens, ça me pose toujours des problèmes, et surtout dans ces cas-là. Et vous venez de dire qu'il y a deux grandes façons d'aborder la question de la beauté. Une façon plutôt de dire l'objectiviste, disons, la beauté dans l'objet lui-même, c'est-à-dire un objet. Et une conception plutôt subjectiviste, ça dépend de chacun de sa perception, voilà. Et alors si on tombe dans les subjectivistes, on dit, bon, chacun a ses appréciations, on ne discute plus parce que chacun... Mais quand même, bon, quand on a essayé un peu de relier ces deux grandes façons d'expliquer la beauté, en disant, bon, il y a des critères un peu universels, mais aussi on peut discuter. Mais je trouve que quand on discute, pardon, je ne suis pas française, c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Et au moment de dire que c'est beau, on ne peut pas rester là. Enfin, on dit une peinture est belle, pardon. Et ça fait que dans les mots lui-même, il y a aussi une appréciation qui involucre un autre. Ça veut dire que c'est commun et c'est universel à ce niveau-là. Et je crois qu'il y a encore des traces de cette réflexion plutôt objectiviste, de dire qu'un critère universel et qu'on peut le partager. Alors, je parle du sens parce que, comment dire, ça veut dire, les mots, on parle du sens du mot lui-même en tant que, pour se communiquer ou, je sais pas si vous me comprenez ou... Je crois avoir compris exactement ce que vous dites. Vous soutenez exactement le point de vue de Kant. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je parlais de lui. Vous soutenez exactement le point de vue de Kant, c'est-à-dire que si on dit qu'une chose est belle, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est suffisamment universel pour être partagé par d'autres. Voilà, parce que sinon, je pensais... c'est pour ça que le mot reste à ce bas, disons, le langage. Là, on aurait une espèce d'explication. On n'a pas d'autre mot, parce que c'est le mot pour dire l'universel partageable. Voilà, et aujourd'hui on aime bien dire bon, chacun a son point de vue, voilà, ça finit là. Mais c'est vrai que comment dire, si on faisait ça resterait là. Et je pense que les mots beaux en lui-même, ça disparaîtrait parce que il n'y aurait pas du sens de dire une chose que pour nous-mêmes, ça resterait dans la pensée, voilà. La beauté, c'est un grand mot. J'ai pensé toujours à des analogies par rapport à la vérité, quoi. La vérité, on tombe aussi dans le subjectivisme. Il y a toujours les mêmes dynamiques. Bon, on essaie de retrouver un point commun, voilà. Et bon, c'était un peu ça.
si j'ai été assez claire, mais... L'explication est assez intéressante précisément parce que ça veut dire que si il n'y avait pas dans le jugement de goût qui dit quelque chose, c'est beau. Si cette façon de s'exprimer pour l'individu ne renvoyait pas quelque part à une universalité, c'est-à-dire quelque chose dont on croit en tout cas que ça peut être, disons, partagé par d'autres, et bien à ce moment-là, le mot beau dans le langage aurait disparu. Au fond, le beau, la rémanence, la permanence de ce mot dans le langage pour qualifier une appréciation extrêmement, disons, positive et qui crée quelque part, disons, de l'émoi, disons, chez l'individu, serait finalement donc le signe d'une universalité, disons, qui pourrait être, disons, partagée. C'est la raison pour laquelle je disais, mais comment se fait-il qu'on n'est pas intellectuellement scandalisé par quelqu'un qui trouve laid quelque chose que nous, on trouve beau? Il faut qu'on en discute, il faut que je comprenne à ce moment-là pourquoi lui trouve ça laid, puisque moi je le trouve beau. Alors, soit je suis dans le relativisme le plus radical, et à ce moment-là, bon, de toute façon, moi je pense ce que je veux, je ressens ce que je veux, je suis moi je d'abord et surtout, et puis à partir de là, donc je n'ai rien à faire les uns des autres, donc j'ai à la fois la vérité, je sais ce que c'est que la beauté, je sais, voilà. Soit à ce moment-là, le rapport à l'altérité m'interroge. C'est-à-dire en me disant, mais comment se fait-il finalement qu'il ne trouve pas beau ce que je trouve beau? Comment se fait-il que quelqu'un devant le coucher du soleil dise, oh c'est laid, alors, etc. Alors que moi je suis là complètement, surtout que celui-là il est particulièrement sublime. Quoi. Vous voyez, il y a quelque chose là. Donc il y aurait dans ce désir de vouloir partager finalement quelque part des valeurs universelles, cette trace dans le langage serait de continuer, même si le beau n'est plus un critère de l'art, à continuer à utiliser le mot beau. En tout cas, moi je ressors avec l'explication à la question que je me posais tout à l'heure, on s'est déjà parlé. Voilà. Mais peut-être que je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je ne sais pas si je suis dans le même sens où... Allez-y. Il me semblait qu'il n'y avait pas de contraire. Le beau n'est plus le but dans l'art parce que justement l'artiste est plus centré sur ce qu'il veut exprimer et donc plus dans une direction qu'il veut donner. Donc il ne cherche plus ça et juste à s'exprimer. Par contre, côté public, effectivement, on est toujours dans la recherche de ce sens, de cette beauté. Et quand on dit c'est beau devant le cri de Munch, par exemple, c'est parce qu'en fait, on ressent qu'il a compris une angoisse qu'on portait. Et le beau, effectivement, ça rejoint cette universalité. Le beau, c'est pour dire, il m'a compris et il exprime ce que je n'arrive plus à exprimer, comme disait madame, je n'arrive plus à mettre les mots. Et donc, ça passe par l'image. Et donc, le beau, c'est effectivement, il a compris mon angoisse, ou il a compris la beauté, ou il a compris l'horreur de la guerre. Et en fait, c'est cette notion de regard et de conscience qu'amène l'artiste, qui peut être soit, quand je disais tout à l'heure, initiation, c'est pas forcément intellectuel. On peut être initié immédiatement, instinctivement, on reconnaît quelque chose, ou alors il faut passer effectivement par un certain cursus compréhension pour arriver à comprendre ça. Donc je pense qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté de l'artiste qui lui exprime et n'est plus en relation avec son public, ce que moi je déplore parfois pour certains artistes, et un manque, des fois je trouve, de censure parfois, mais c'est personnel. On pourrait peut-être tout pouvoir exprimer seul avec soi-même, on n'est peut-être pas obligé de tout donner à voir, à lire ou à entendre. Voilà. C'est personnel. Et donc l'artiste n'est plus, il est dans son individualité, il n'est plus en relation avec un public qui l'amène vers quelque chose ou à qui il veut donner quelque chose. Par contre, le public, lui, est toujours en recherche de quelque chose et l'artiste va lui permettre de se reconnecter à ça. Et donc c'est universel par l'image, parce qu'on est au-delà des mots. Et après, effectivement, ce mot beau revient à dire c'est dur, c'est angoissant, c'est dramatique, c'est regroupe tout. Tout à fait. Intéressant. S'il y en a encore, on a encore 5 minutes, donc s'il y a des gens surtout qui ne se sont pas encore exprimés, qui voudraient dire des choses, ou faire la parole à qui va la prendre. Hein. Je crois que des fois on utilise le beau parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce que nous provoque une œuvre d'art. Et je pense justement à ce tableau, le cri. Et pour moi, ce tableau est beau parce qu'il exprime en peinture un son, et pas n'importe quel son, un cri. L'expression est énorme de ce visage dans le cri.
Mais ce qui est difficile à dire, c'est que c'est une peinture qui exprime un son. Et donc, il y a une sorte de fascination que je ne peux qu'exprimer en me disant que cette peinture est belle. Ça veut dire que, alors, où on dit à ce moment-là que ce qui est intéressant dans l'art, c'est que l'art arrive à nous faire voir ou à nous faire entendre des choses que nous ne pouvons pas dire. C'est-à-dire que l'art commence là où s'arrêtent, disons, les limites, disons, du langage. C'est-à-dire parce qu'il exprime l'inexprimable, parce qu'il nous permet d'entendre l'inaudible ou ce qui a été inouï, disons, disons jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que peut-être que quand on dit c'est beau, ça ce serait une autre voie et un autre type d'explication. On réalise la pauvreté du langage, finalement, donc on prend conscience de la pauvreté du langage parce qu'on n'a pas d'autres mots pour dire ce qu'on est finalement en train, disons, de ressentir. Et l'intérêt de l'œuvre d'art, ce serait précisément de nous faire ressentir un certain nombre de choses autrement précisément que par les mots. Alors il y a bien évidemment la poésie, mais on sait bien que la poésie, c'est ce qui est dans les mots malgré les mots, quelque part, c'est-à-dire qui quelque part dépasse toujours l'usage courant du langage pour trouver précisément dans les sonorités, précisément dans les métaphores, tout ce qui dépasse l'usage, disons, courant, vernaculaire. Je voulais faire un parallélisme avec le bon. Actuellement, on voit qu'il y a un grand développement de la dégustation. Et là, justement, on voit quelque chose qui est assez différent, c'est-à-dire qu'on essaie de qualifier très bien toutes les sensations, de les nommer. Il y a tout un raffinement pour nommer ce qu'on ressent et pour le partager aussi. Parce qu'il y a un peu des codes, il y a des mots qui sont... il y a des saveurs qui portent des noms, en fait, et qui sont reconnus par la communauté des dégustateurs. Et alors qu'avec le beau, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on a dit c'est beau, souvent on ne peut pas en dire plus. Souvent, c'est qu'on est un peu à court. Voilà, c'est ce qui a déjà été dit. Alors, des fois, on essaie de partager avec quelqu'un pourquoi je le trouve beau, pourquoi tu ne le trouves pas beau. Mais la plupart du temps, quand on a dit c'est beau, on a tout dit. C'est fini, c'est le mot ultime. Voilà, c'est intéressant ta comparaison finalement entre le goût, où là précisément, donc, on arrive à raffiner au niveau du langage, donc pour les saveurs, l'apparence, les goûts, etc., et où ça ajoute à la dégustation. C'est-à-dire que le langage, précisément, se raffine pour ajouter au goût. C'est-à-dire qu'il renforce quelque part la façon dont... Et ce que tu dis, c'est que, bon, c'est pas ce qui se produirait précisément donc, devant un tableau, mais il y a quand même des critiques d'art. Le critique d'art, c'est bien quelqu'un qui va mettre du langage sur de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il va essayer de justifier, par exemple, une appréciation positive donc, ou négative. Donc, quelqu'un qui va utiliser précisément le langage pour, je ne dis pas décortiquer, mais pour mettre des mots sur l'œuvre quelque part. Donc, il y a une utilisation du langage, qui est l'utilisation du critique et du critique d'art, pour nous permettre aussi, disons, d'apprécier peut-être, disons, davantage les œuvres d'art. Donc, ce langage-là, il est quand même intéressant. Et il existe partout. Il y a la critique littéraire aussi, c'est le moment des prix actuellement donc, en littérature. Il y a des critiques littéraires qui aussi donc, nous permettent de comprendre ou de justifier tel ou tel point de vue par rapport à la valeur littéraire de tel ou tel roman, par exemple, etc. Donc là, on est en train d'explorer les rapports entre finalement l'art, quelque part, disons, et le langage. Et on rencontre le mot beau. Et on s'est interrogé finalement sur ce qu'il veut dire. Est-ce que le beau, c'est une faiblesse du langage pour exprimer l'art exprimant beaucoup mieux ce qui ne peut pas se dire? Ou est-ce que précisément, donc il ne pourrait pas y avoir une utilisation du langage, je pense au langage de la critique. Et là, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent que la critique d'art, elle en rajoute, etc. Elle fait, ça énerve beaucoup un certain nombre d'artistes. Qui disent, si vous voulez comprendre mon œuvre, regardez-la ou écoutez-la. Ne commencez pas à ouvrir des bouquins pour voir ce que j'ai voulu dire, pour voir ce que ça représente, pour voir quelles étaient mes intentions, etc. Non. Ayez le contact direct avec l'œuvre. Et puis il y a des gens qui disent au contraire. On appréciera, comme dans le dégustateur, on appréciera d'autant plus une œuvre qu'on aura
lu autour, parce que la lecture, c'est quand même une clé de lecture, pour le coup, de compréhension, disons, de l'œuvre. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ces deux courants, ces deux façons, disons, de voir les choses. Peut-être éventuellement une dernière intervention, puis c'est d'être d'arrêter. Vous vouliez intervenir? Non? Je ne sais pas, de l'autre côté, il y avait monsieur, madame. Monsieur, vous ne vouliez pas parler? Il me semble peut-être. Bon, mais écoutez, donc, on va donc rester là. On aura posé beaucoup de questions. On n'aura pas répondu à beaucoup de questions, mais c'est ça aussi la philosophie. On aura ouvert des pistes et on aura introduit peut-être à ce que la médiathèque va maintenant nous proposer. Oui, Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup, messieurs. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.